Bernina, hein, donc un petit peu au-dessus de 2300. Et donc depuis qu'on a franchi la frontière au début de la montée, on se trouve donc dans le canton des Grisons, qui est le canton le plus oriental de la Suisse, au sud-est de la Suisse. C'est un canton parmi les plus vastes aussi. Et donc là, à partir du moment où on franchit le col, on va avoir les eaux qui vont s'écouler vers le nord. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent sur quel grand bassin fluvial on se trouve maintenant? Du Rhin? Et non, pas le Rhin. Non. Danube. Le Danube. Hein. Globalement, le canton des Grisons, c'est le canton dans lequel se trouvent les différentes sources du Rhin. Donc la plus grande partie du canton des Grisons est sur le bassin versant du Rhin, qui après va filer vers le nord en direction du lac de Constance. Mais cette petite partie ici, qui est vraiment l'angle sud-est de la Suisse, c'est ce qu'on appelle l'Engadine. Les principales stations étant Saint-Moritz et Davos. Hein. Et donc l'Engadine, c'est drainé par un cours d'eau qui s'appelle l'Inn, et qui après va passer en direction de l'Autriche, va passer à Innsbruck, et puis va rentrer en Allemagne juste avant de confluer avec le Danube en rive droite. Vous avez vu que nous, par la route, on est arrivé là-bas, il y avait un panneau qui indiquait col de la Bernina, et en revanche, le train arrive par un autre col. Hein, on l'a quitté au moment où il a escaladé la rive droite avec les lacets, et donc il arrive par un autre itinéraire dont il faudra vérifier parce que là, j'ai pas la 25 millième, mais on a l'impression qu'il est même un petit peu plus bas en altitude. Ça, c'est quelque chose qui est relativement, peut-être pas fréquent, mais qui arrive à plusieurs endroits dans les Alpes, où quand on parle d'un col, un col routier ou un col qui est franchi, là en l'occurrence par la voie ferrée, en réalité, vous avez topographiquement plusieurs points d'abaissement de la crête. Alors vous voyez, les premiers qui sont arrivés ici, on a vu passer un train, mais là en tout cas, vous repérez bien la voie ferrée, hein, sur ce plateau qui occupe le sommet du col. Et puis ce qu'on a repéré aussi, c'est que la ligne à haute tension suit globalement le même tracé que la voie de chemin de fer. Je ne sais pas si les Suisses ils ont exactement les mêmes pratiques qu'en France. En tout cas en France, on essaye, je pense que c'est à peu près la même logique. Quand on a une ligne à haute tension qui est quand même assez impactante pour le paysage, on essaye de la faire passer à l'écart des points d'accroche, hein, pour que toute la crête ne soit pas jalonnée par des poteaux électriques. Donc là, vous voyez que le plateau lui-même n'est pas directement impacté visuellement par la ligne à haute tension, qui a passé par un vallon adjacent et puis qui là maintenant va longer le versant, si bien que globalement, vous pouvez faire des photos, vous pouvez admirer le paysage, vous n'avez pas les pylônes qui se détachent dans le ciel. Ça correspond à un des éléments de ce qu'on appelle le réseau des chemins de fer rétiques. Donc rétique, R-H-E, c'est le terme qui nous vient qui existait au moins déjà à l'époque romaine. Il y avait une espèce de subdivision des Alpes, hein, par les Romains en différentes provinces. Nous en Savoie, globalement, on était dans ce qu'on appelle les Alpes graies. Hein, c'est pas un terme qu'on a conservé, il a disparu. Et ici, c'est ce qui s'appelait les Alpes rétiques. Donc c'est probablement la même racine que le Rhin, hein, qui s'écrit aussi avec RH. Et donc, on a continué à employer cet adjectif pour désigner globalement, on va dire, la région des Grisons. Ce réseau de chemin de fer, qui s'est construit à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et qui aujourd'hui constitue un réseau de plus de 380 km. Hein, donc il y a toute une série de lignes qui franchissent comme ça des cols, qui relient des vallées entre elles. Le réseau des chemins de fer rétiques est une société qui est détenue majoritairement par le canton des Grisons, hein, qui est donc le propriétaire actionnaire majoritaire, et l'autre actionnaire principal étant la Confédération helvétique, mais minoritaire, plus quelques actionnaires privés. Donc là, on retrouve le rôle très important que jouent les cantons en Suisse dans l'organisation de l'espace et entre autres dans l'organisation des transports. Les chiffres ne sont pas très récents, ceux que j'ai trouvés, mais on parle d'environ un peu plus de 10 millions de passagers par an sur l'ensemble, non pas uniquement sur la ligne de la Bernina, mais sur l'ensemble du réseau des chemins de fer rétiques. Donc ces passagers étant à la fois des touristes et aussi des habitants de la région, hein, puisque l'intérêt des chemins de fer, c'est qu'ils fonctionnent toute l'année. Donc quand il y a des tempêtes de neige, on installe une étrave devant la locomotive, hein, qui va faire chasse-neige. Et donc peut-être que, je ne sais pas, le trafic peut être suspendu quelques heures lors de grosses tempêtes, mais globalement, le trafic est assuré toute l'année. Donc ça permet aussi d'être moins scrupuleux sur le déneigement des routes. Hein. Vous comprenez qu'il n'y a pas là seulement un intérêt touristique, mais il y a aussi un intérêt, ce qu'on appelait dans le temps, c'est une expression qu'on emploie moins,
mais de continuité du territoire, puisque dans la vallée qu'on vient de remonter, on a des citoyens suisses, des citoyens des Grisons, qui sont donc séparés du reste du canton par ce col de la Bernina. L'intérêt d'avoir construit ici cette ligne de chemin de fer, c'est d'assurer la continuité du transport tout au long de l'année entre cette vallée de Pocciavo et puis le reste de Langanine. Les cols, bien sûr, comme dans le reste des Alpes, ils ont toujours été franchis. Ils ont toujours été franchis quasiment à toutes les saisons. Et donc, vous voyez juste face à vous la présence d'un hospice, hein, comme on a au Grand Saint-Bernard, au Petit Saint-Bernard, comme on avait au Mont-Cenis, etc. Donc, qui était un lieu souvent tenu par des religieux et qui servait à recueillir les voyageurs. Les hospices servaient aussi pour les gens qui franchissaient le col sur des périodes de tempête de neige, hein, ou d'intempéries très prononcées. Et donc là, ils savaient qu'ils pouvaient s'arrêter 3 jours, 4 jours, le temps que la tempête s'arrête et qu'ils puissent reprendre leur chemin. Hein, donc c'était en gros les fonctions de ces hospices. Alors, juste par rapport à là où on était ce matin, les 25 millièmes, vous savez, elles ne couvrent pas un territoire qui est très très vaste. On était dans le coin au sud-est, là, le col de la Bernina. On a descendu donc ce torrent de la Bernina, cette vallée. On est allé faire un petit tour dans la plaine de Saint-Médard pour voir le golfe, qui bizarrement n'est pas indiqué sur la 25 millième suisse, je ne sais pas pourquoi. Puis l'aéroport, hein, donc je vous avais dit une piste qui fait presque 2 km de long ici. Et après, on est revenu donc par Celerina, là où on a dû attendre le feu des travaux. Et puis donc, on est passé au pied de Saint-Moritz et on est ici, à côté du stade. Donc en l'occurrence, par exemple, Saint-Moritz présente 5 hôtels, 5 étoiles luxe et palace, hein, dont certains qu'on voit d'ici. Hein, en particulier, on en reparlera, celui qui a le toit en cuivre vert, hein, qui en fait partie, bien sûr. Et donc là, c'est moins que Courchevel par exemple, hein, mais ça vous classe dans ces stations qui se sont tournées très anciennement vers les catégories les plus fortunées. Tout à l'heure je vous ai montré le terrain de golf, bon on le trouve dans beaucoup de stations aussi, hein. Le fait qu'on ait un aéroport, alors pas exactement un aéroport international, mais un aéroport qui permet d'avoir des vols et des avions relativement importants, là aussi ça vous signale un type de catégorie de clientèle, parce que s'il n'y avait pas la clientèle solvable qui venait en avion, il n'y aurait pas ce genre d'infrastructure. La station de Saint-Moritz n'est pas née sur le versant qu'on a en face de nous. Il y avait un village, hein, d'ailleurs c'est ce qui s'appelle Saint-Moritz-Dorf, donc le village de Saint-Moritz. Donc il y avait un village qui préexistait, mais quand les premiers touristes sont arrivés au début du 19e siècle, ils ne se sont pas installés là, ils se sont installés au pied du versant opposé. Derrière les immeubles blancs qu'on voit, il y a 1 ou 2 grands hôtels qu'on observera tout à l'heure. Et donc a priori dans une situation qui peut nous paraître un petit peu étonnante, puisqu'ils sont installés au pied d'un nubac boisé de surcroît, et donc pas forcément là où il y avait les intérêts paysagers, les aménités paysagères les plus évidentes. Quel est le type d'établissement touristique qui a des contraintes thermales, hein. Donc là, le quartier qu'on a là-bas derrière nous, c'est Saint-Moritz-Bad, ça veut dire les bains de Saint-Maurice, et effectivement il y avait des sources qui sortaient au pied de ce versant, et qui ont été exploités pour le thermalisme. Et donc là, de façon extrêmement précoce, moi je ne connais pas d'autres dates aussi anciennes dans les Alpes et même dans les montagnes européennes. En 1864, un hôtelier qui s'appelle Badrut a l'idée pour la première fois d'ouvrir son hôtel pendant l'hiver. Donc comme je vous dis, je ne connais pas d'endroit, c'est pas le cas à Chamonix, c'est pas le cas à Zermatt, c'est pas le cas à Grindelwald, enfin voilà, à cette époque-là, aucune station, aucune auberge, aucun hôtel n'ouvre pendant l'hiver. Et donc il a l'idée que le paysage est suffisamment intéressant, qu'il doit y avoir une clientèle pendant la saison hivernale, et il ouvre donc à Noël 1864. Et donc effectivement, il y a déjà des clients qui sont suffisamment fidélisés pour venir séjourner à Noël en 1864.
plus tard, en 1873, donc il s'est passé même pas une dizaine d'années, Saint-Moritz va compter plus de touristes l'hiver que l'été. Donc c'est une espèce d'innovation comme ça, si on n'avait pas peur des mots, on dirait quasiment génial, hein. Le mec, il a inventé les séjours en montagne l'hiver. On va pas vraiment parler de sport d'hiver, hein, mais en montagne l'hiver, et avec toute une sociabilité qui va avec, qui sont les traîneaux, les calèches tirées par des chevaux, bientôt le patinage, etc. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où il s'est inventé quelque chose qui sera copié souvent même plusieurs décennies plus tard, hein, parce que dans les Alpes dauphinoises, les Alpes savoyardes, à part le Revard par exemple, il y a très peu d'hôtels qui ouvrent l'hiver avant la guerre de 14. Donc il a quasiment un demi-siècle d'avance. Je voulais simplement vous indiquer ici, dans le quartier où on a déjeuné, ce sont ces hôtels, ces immeubles, excusez-moi, ces immeubles-là, qui eux n'ont pas a priori l'apparence d'hôtels de luxe. Hein, ça c'est pas du 5 étoiles palace. Et donc là vous avez plutôt de l'habitat collectif, de style urbain on va dire, sans qu'il y ait de recherche. Et bien ça essentiellement c'est ce qu'elle appelle le quartier logistique. Donc le quartier logistique ça n'est pas un quartier touristique majoritairement. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a peut-être pas des gens qui ont des résidences secondaires, mais majoritairement ça n'est pas le cas. C'est le quartier où on va avoir un certain nombre d'activités. Bon, par exemple le terrain de sport, mais surtout beaucoup de logements pour les saisonniers. Le fameux Badrut, qui était déjà installé du côté de Saint-Moritz-Bad, et en 1896, ses affaires ont suffisamment bien marché, et il a l'idée de construire un nouveau palace. En l'occurrence, c'est celui qui a la fameuse tour, là, un peu simili-médiévale, avec le toit en cuivre. Et il va avoir une autre idée, tout à fait innovante, c'est de se séparer de l'établissement thermal, et d'aller s'installer là-bas tout seul, du côté du village. Donc il va construire son hôtel, alors pas au milieu de rien, parce qu'il y avait déjà un petit village autour du clocher, mais sur le plan touristique, il était le premier à s'installer là-bas. Et donc il a compris aussi les mutations de la clientèle, il a compris que la clientèle thermale, c'était plafonné, hein, la croissance de la station ne pouvait pas continuer beaucoup en comptant que sur la clientèle thermale, et que donc il fallait attirer une nouvelle clientèle en se reposant sur des nouvelles aménités. Pour être le plus de soleil possible, il va chercher la vue en direction de la Bernina, donc sur les glaciers, les 4000 qu'on a vus tout à l'heure. Et puis à partir de là, la station va se développer principalement sur ce versant, et plus tard, au XXe siècle, avec le développement du domaine skiable, plutôt à partir de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Badrut Palace, qui est donc cet hôtel qui est venu s'installer pour la première fois de ce côté-ci de la vallée. Vous voyez également un petit peu le type d'architecture, hein, qui est une sorte de pastiche de château du Moyen-Âge, qui ressemble à cette architecture touristique qu'on avait également sur les stations du littoral, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Normandie, à peu près à la même époque, même déjà un petit peu avant, à Biarritz par exemple. Hein. Donc on va construire des très grands hôtels. Le terme de palace a une signification à la fois d'un point de vue qualitatif. Hein, il y a des services qui le rangent dans les établissements de luxe, mais un palace c'est aussi un très grand établissement qui va offrir plusieurs dizaines et souvent plusieurs centaines de chambres. Et aussi ce qui est important, c'est d'où l'hôtel lui-même est visible. Hein, parce que c'est un petit peu le vaisseau amiral de la station, et donc c'est autour de la silhouette, hein, de la signature visuelle qui va être l'hôtel, que l'ensemble de la station va être reconnaissable. Donc on va voir les mêmes choses à Zermatt, on va voir les mêmes choses à Megève, on va voir les mêmes choses à Gstaad par exemple, où on a 1, 2, 3 grands hôtels qui
qui donne la signature visuelle de la station. Donc là, il n'y a pas de commerce de bouche, il n'y a pas de commerce d'alimentation, sauf la confiserie qu'on avait au-dessus. Mais là, évidemment, c'est plutôt pour rapporter des souvenirs, etc. hein. Donc on a essentiellement des commerces d'équipement de la personne, c'est-à-dire de l'habillement. Éventuellement, on peut avoir des commerces d'articles de sport, parce que les gens vont aussi acheter sur place leur matériel. hein. Le premier terrain de golf à Saint-Moritz a ouvert en 1881. Donc là, c'est pareil. En station d'altitude, c'est la première fois qu'on va installer un golf. Les golfs sont principalement en Angleterre, en Écosse, voilà, en Normandie, autour de Deauville. Donc c'est la première fois qu'on va installer un terrain de golf dans une station en altitude. Et donc on va importer des modes de sociabilité en montagne, qui évidemment, par définition, n'existaient pas avant. Et donc en 1985, Saint-Moritz, parce qu'il y avait la clientèle qui pouvait être intéressée soit par la pratique, soit surtout par le spectacle, a organisé un tournoi de polo sur neige. Et après, petit à petit, ça s'est développé dans d'autres stations de l'échantillon. Il y en a eu à Megève, il y en a eu à Courchevel. Ça permet de voir un autre aspect de ces stations haut de gamme, tout à fait différent de ce qu'on a vu au centre de Saint-Moritz-Dorf. Donc là, ce quartier, ils appellent le quartier de la Via Marguns. Et alors, elle explique que c'est un des quartiers les plus prisés de Saint-Moritz. Et alors, vous voyez qu'ici, on a une logique de localisation qui est différente. Et vous voyez que là, pour le coup, on a un type d'urbanisme tout à fait différent. Ce sont uniquement des villas individuelles. Alors, des villas avec un grand V majuscule, hein, voire peut-être même tout en majuscule, donc qui offrent de très grandes superficies, des terrains qui sont très vastes, hein, des terrains qui font plusieurs milliers de mètres carrés et peut-être de l'ordre de la dizaine de milliers de mètres carrés. Et donc là, c'est le quartier le plus prisé parce qu'il va offrir à la fois une exposition, on est sur la Draie bien sûr, la vue sur les versants d'en face. Alors après, vous avez toujours les bons côtés et puis les revers de la médaille. Parce que vous êtes quand même en station de sport d'hiver et les gens ils viennent aussi pour skier. Donc typiquement, là on s'est arrêté entre autres parce que cet aménagement qui est intéressant. Vous avez ce télésiège qui est complètement périphérique par rapport au domaine skiable, le reste de la station, mais qui permet aussi aux gens qui ont acheté une maison dans ce quartier d'avoir un accès au domaine skiable. Donc ça n'est pas non plus un télésiège privatif, je ne sais pas comment ça se passe, j'imagine que les gens qui ont acheté le forfait ont le droit de descendre jusqu'ici et de prendre le télésiège, mais on voit bien qu'il n'a pas d'autre intérêt que de desservir ces quelques dizaines de maisons, hein, parce qu'au total c'est pas grand chose. Ce qu'on a en face de nous, donc le quartier de Saint-Moritz-Bad, hein, celui dont je vous parlais au départ, c'est-à-dire le quartier thermal. Avec donc l'établissement, qui est probablement le lieu où il y a les espèces de tourelles là, thermales. Et puis derrière, les premiers palaces qui ont été construits pour le logement des curistes. Les aspects, les éléments du paysage thermal sont un peu toujours les mêmes. Vous avez le lieu des soins, hein, les thermes à proprement parler. Et puis vous avez à proximité, parce que on a une clientèle qui n'est pas forcément extrêmement mobile, à proximité immédiate vous avez l'hébergement. Et donc là en l'occurrence le palais, l'hôtel dans lequel, le palace dans lequel les gens logent. Et puis sur la gauche, alors qui a été un petit peu écorné par d'autres constructions, la partie qui correspond au parc thermal. Hein, le parc thermal, ça fait aussi partie des éléments de ce paysage. En général, c'est un espace qui est plat pour éviter des efforts trop importants aux curistes. Et donc il permet à la fois de discuter entre les soins, de prendre l'air. Alors de façon plus récente, vous avez tous repéré le parking où le car nous attend. On a là le départ d'un téléphérique, on a les câbles qui sont là, qui a un premier tronçon
qui est suivi par un deuxième tronçon qui rejoint la partie haute du domaine skiable. Et donc là, vous voyez, c'est un petit peu en termes de géométrie, c'est un petit peu le contraire de l'organisation du domaine skiable. Dans les stations intégrées type Tarentaise, on a un point central et puis on a des remontées mécaniques qui divergent à partir du point central et qui le desservent, qui grosso modo correspondent à la grenouillère. Hein, quand vous allez à Tignes par exemple, quand vous allez à La Plagne, on a ce type de géométrie là qui va desservir différents versants. Et là vous voyez que c'est différent, on a plusieurs points de départ. Ici c'est le plus à l'ouest, on en avait évidemment à Saint-Moritz, entre autres le funiculaire qu'on a vu passer entre les maisons, et on en avait plus à l'est du côté de l'aéroport. Et donc là on a plusieurs points de départ qui convergent vers la partie haute du domaine skiable.